Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc c'est notre dernière soirée coïncidence Maurice Hollander de l'année 2023. Donc je voudrais une nouvelle fois et plus encore remercier François Vicrani pour son accueil à la Maison de l'Amérique latine, remercier Lydia Flem qui est avec François, un des artisans, enfin je ne sais pas comment on dit au féminin, de ces soirées. Et puis dire que chacune de celles qui ont jalonné ce printemps-automne 2023 a été l'occasion de déployer l'œuvre éditoriale de Maurice. Et c'est le cas encore une fois avec celle-ci qui vient clore donc, cette riche saison avec un plateau exceptionnel. C'est donc une soirée autour du livre d'Alain Schnapp, cette histoire universelle des ruines, dont Maurice Hollander se plaisait à rappeler que c'est le plus grand et le plus épais livre de la librairie. Et je me souviens que nous nous sommes amusés, pour le compte Instagram de la librairie, à photographier ce livre à côté du plus mince, qui est Le Voyage d'hiver de Georges Perec. Et on a pu montrer ainsi quel était le plus épais et le plus mince livre de la librairie et de la collection. Donc c'est un livre qui est un objet absolument magnifique, avec des textes et des reproductions, à tel point, je continue à déployer les endroits où vous pouvez regarder ce livre autrement, à tel point donc que Maurice avait souhaité qu'il figure dans la section fabrique des livres du site de la librairie, et on y voit la grande table de marbre de Maurice, couverte des premières épreuves du livre, et de ses notes manuscrites. Donc si vous voulez aller voir ces photos, qui ont été prises, je crois, par Maurice, à moins que ce soit par Lydia, je ne sais pas, mais Maurice, oui, vous pouvez aller sur le site de la librairie. C'est un livre exceptionnel aussi parce qu'il est une somme et qu'il est l'œuvre d'une vie, comme le rappelle sa quatrième de couverture. À l'intérieur, il est écrit que c'est 15 ans d'une vie, plutôt. Mais c'est un livre qui apparie anthropologie et poésie, histoire de l'art et réflexion sur la et les temporalités, toutes ces strates dont témoignent les monuments. Étymologiquement, c'est ce dont il faut se souvenir, ce dont il nous revient de nous souvenir, mais aussi bien sûr sur les ruines. Ce sont donc toutes ces stratégies de nos mémoires collectives comme culturelles qu'interroge Alain Schnapp dans un volume qui sidère par son ampleur et qui s'ouvre sous l'égide de deux monuments de la pensée, Jean-Pierre Vernant, d'abord, auquel le livre est dédié, et puis Chateaubriand, dès l'incipit du livre, puisqu'Alain Schnapp rappelle un passage du Génie du christianisme, que je vais citer à mon tour. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Et tout le livre s'édifie sur ces tensions entre permanence et vanité des choses humaines, entre disparition et renouveau, entre rupture et continuité. Les ruines donc reposent sur une poétique des tensions qui est concentrée dans une citation de Joseph Roth à la fin du livre, dans ses croquis de voyage, à propos d'une ville blanche qui est aussi un jardin de pierre. À l'intérieur de ces murs, cela murmure comme dans les forêts. Et à l'intérieur du livre d'Alain, cela murmure comme dans des forêts. Donc cette immense et rhizomique histoire universelle des ruines est évidemment impossible à condenser de par son empan séculaire des origines aux Lumières, par la pluralité des civilisations et des cultures qui sont traversées, par la puissance aussi de ses exposés et analyses. Donc raison pour laquelle j'ai rusé en citant ses premières et ses dernières lignes. Mais nos invités vont chacune et chacun à leur tour évoquer un aspect de ce livre, ouvrir ses perspectives, avant qu'Alain Schnapp s'exprime à son tour sur le défi qu'a été ce texte, puisque je pense que c'est un défi. Donc avec nous ce soir, Cécilia Bercollet, vous êtes historienne, vous êtes archéologue, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, spécialiste des circulations culturelles dans les mondes anciens, dont les ambres gravés, auxquels vous avez consacré un livre remarqué, est en quelque sorte la monade. Je ne sais pas, j'ose cette interprétation.
François Hartog, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des mondes anciens, de l'histoire intellectuelle de la Grèce antique, de l'écriture de l'histoire, mais aussi des formes historiques de temporalisation, ce que vous nommez les régimes d'historicité, titre d'un livre que vous avez publié dans la librairie du XXIe siècle, soit nos rencontres avec Chronos et nos confrontations avec l'histoire, nos prises avec le temps, pour citer les titres de vos derniers essais. Christophe Pomian, vous êtes philosophe et historien, vous avez consacré vos travaux les plus récents à une histoire mondiale du musée, en 3 tomes, qui couvrent eux aussi un empan assez sidérant, de 1789 à 2020. La trilogie est désormais intégralement disponible en librairie et offre une histoire critique à la fois sociale, culturelle et politique de l'institution muséale et de nos rapports contrastés avec elle. Sylvie Ramon, qui est directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, ne peut malheureusement pas être avec nous, mais je tiens à signaler que ce musée offre en ce moment même, et jusqu'au 3 mars, une exceptionnelle exposition intitulée « Forme de la ruine », et elle a la particularité d'avoir été conçue à partir du livre d'Alain Schnapp, et elle est présentée, et ça me paraît particulièrement intéressant, comme une transposition plastique et visuelle de la pensée d'Alain Schnapp, mais aussi une forme d'extension du livre, puisque les 300 œuvres présentées, ou plus de 300 œuvres présentées, nous conduisent jusqu'à l'art contemporain. Alors, si vous souhaitez prendre connaissance de cette exposition, un article lui est consacré dans Le Monde de ce soir, signé par Philippe Dagen. Mais il me semble, et c'est ce que je voudrais dire pour finir, que cette exposition montre combien les livres que Maurice Hollander a publiés dans sa librairie du XXIe siècle sont susceptibles de donner forme à des expositions, à des installations, à des extensions de tous ordres, des transfictions peut-être. C'était le cas lors de notre dernière soirée coïncidence autour de Pérec, puisque le lieu a une extension Internet. C'est le cas ce soir avec cette exposition qui prolonge et étend le livre d'Alain Schnapp. Et donc, je vais laisser la parole à nos invités pour nous présenter cette histoire universelle des ruines, en laissant peut-être d'abord la parole à Christophe Pomian. Les livres dont il est question ici étudient une quinzaine de sociétés disposées sur l'art temporel compris entre les 3e millénaire avant notre ère et le 18e siècle de notre ère, donc un art temporel assez étendu, sociétés sédentaires, sociétés nombreuses qui vont des milliers d'individus au début à des dizaines de millions à la fin, étendues chacune sur un espace relativement vaste et intérieurement diversifié, stable pendant des siècles, eu égard à la succession des générations, plus ou moins fortement hiérarchisé, urbanisé à des degrés variables, maîtrisant l'écriture et intégré par des croyances collectives communes aux groupes qui les composent. Dans toutes ces sociétés, appelons-les post-néolithiques, les détenteurs du pouvoir ou les représentants des strates supérieures en général, voire des strates instruites de la hiérarchie sociale, se voient tôt ou tard contraints d'adopter une attitude, ou plutôt un faisceau d'attitudes, face aux empreintes laissées dans l'espace habité par les générations antérieures, les ruines, les vestiges, les traces. C'est là une constante du fonctionnement des sociétés post-néolithiques. Tantôt elles produisent de telles empreintes, tantôt involontairement, tantôt des propos délibérés, et toutes elles se trouvent de ces faits, après un passage du temps plus ou moins long, obligés de vivre avec elles, de prendre en compte leur présence en parole ou en représentation figurée, de les laisser se désintégrer, de les détruire ou au contraire de les conserver, voire de les restaurer. D'avoir montré par induction, justement à travers cette quinzaine de sociétés, la présence des ruines dans toutes les sociétés post-néolithiques,
et d'avoir montré en outre la présence dans toutes ces sociétés des réactions aux ruines en tant que composante constitutive de leur culture est la première contribution majeure du livre d'Alain Schnapp à notre connaissance de l'histoire. Ce n'est pas les seuls, j'en évoquerai d'autres. Chaque société prise en considération dans ces livres est traitée dans son individualité écologique, géographique, historique, langagière, crédentielle, s'il est permis de former un tel adjectif à partir du mot crédence, pris dans son sens ancien de croyance. Mais les livres n'en deviennent pas pour autant une succession de monographies. Les sociétés se suivent dans l'ordre chronologique des origines aux Lumières, pour citer les sous-titres. Mais cela ne suffirait peut-être pas à en faire les parties d'une histoire si l'auteur n'insistait pas sur les contacts entre les sociétés, souvent les conquêtes de l'une par l'autre, et si surtout l'ensemble n'était pas structuré par trois grandes ruptures de continuité qui produisent chacune des changements irréversibles. Ce sont l'avènement et la propagation du christianisme, l'avènement et la propagation de l'islam, les tournants humanistes enfin, c'est-à-dire les débuts de la gestation, à côté de la croyance religieuse dominante, des croyances séculières qui à terme vont la marginaliser. Tournant humaniste suivi par la conquête des Amériques. Les histoires parallèles, isolées l'une de l'autre, c'est vrai ainsi intégrées pas à pas dans une histoire universelle. Pour ne prendre qu'un exemple, pardon, l'arrivée des Grecs en Égypte, suivie par la conquête romaine, fait entrer les pyramides dans la littérature grecque et latine, reprise à son tour et propagée par le christianisme. Séparée de son contexte païen par les humanistes et les philologues, elle va faire des ruines d'Égypte un élément de la culture de la première modernité européenne, en fait de la culture transatlantique. Ces mêmes ruines, et tout particulièrement les pyramides, entrent dans la culture de l'islam suite à la conquête de l'Égypte par les Arabes. Au XVIIIe siècle, même la Chine, qui a suivi une trajectoire à part, serait incluse dans l'horizon des Européens, en attendant, mais là, ce serait sortir du livre, la réciproque, c'est-à-dire l'inclusion des Européens dans l'horizon chinois, avec des effets notables sur la constitution du patrimoine culturel chinois. Mais ce n'est plus l'objet du livre d'Alain Schnapp. Les attitudes à l'égard des ruines et des vestiges du passé en général varient d'une société à l'autre en fonction de plusieurs facteurs, dont l'auteur explicite les rôles et les poids respectifs différents selon les cas. Elle varie en fonction de l'environnement et des ressources qu'il met à la disposition de chaque société. Les ruines ne sont pas les mêmes, ni les réactions qu'elles suscitent. Dans une société qui bâtit en briques crues, dans celle qui utilise la pierre, dans celle qui se sert du marbre, et dans celle dont les édifices sont en bois. Dans ces derniers cas, celui de la Chine ancienne, ce sont les bronzes et les jades qui matérialisent la durée en représentant les passés dans les présents, la stabilité parmi les mutations. Les attitudes à l'égard des ruines varient aussi en fonction de la hiérarchie sociale propre à chaque société et des manières qu'elle adopte de se projeter sur l'ensemble des objets et de s'inscrire dans l'espace. Elle varie en fonction de l'histoire de chaque société, de la trajectoire qu'elle parcourt dans le temps et de ce qui lui arrive en chemin. Et elle varie enfin en fonction des croyances collectives propres à chaque société et qui en définissent l'identité. À la lumière du matériel réuni par Schnapp, c'est ces derniers facteurs qui semblent déterminants. Ce sont en effet le paganisme, le christianisme et l'islam, en Chine le confucianisme, qui dessinent le cadre général à l'intérieur duquel les sociétés définissent leurs attitudes à l'égard des ruines, modulées par les facteurs conjoncturels et par les événements. On les voit le mieux quand un certain type de croyance est remplacé par un autre, par exemple le paganisme par le christianisme ou par l'islam, car cela provoque un désintérêt pour les ruines qui faisaient jusqu'alors objet de soins,
voire carrément un rejet de ces monuments de l'ancienne foi désormais honnis, qu'on veut faire disparaître du paysage. Un phénomène similaire s'est produit quand la religion laisse place dans l'Europe moderne à ces croyances d'un autre type que sont les idéologies progressistes, et que les ruines se voient valorisées désormais en tant que monuments du passé, ouverture sur la vie et les mœurs des ancêtres réels ou putatifs. L'histoire des ruines commence dans chaque société par l'intérêt pour ces ruines à elles. Mais il arrive que les pérégrinations et conquêtes mettent une société face à des ruines étrangères, énigmatiques. Ainsi, les anglo-saxons face à des mégalithes, et notamment au Stonehenge. À une plus grande échelle, la victoire du christianisme dans l'Empire romain, suivie 3 siècles plus tard par celle de l'islam dans les proches Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pose la question des ruines des autres, des habitants des territoires conquis par les nouvelles religions. Elle ne se pose pas de la même manière dans les 2 cas. Pour les habitants de l'Empire romain, les ruines romaines, gréco-égyptiennes, sont leurs ruines. Il en sera autrement pour les peuples qui s'installeront dans l'Empire suite aux grandes migrations, avant qu'ils ne se romanisent et ne se christianisent. Mais quand les Arabes conquièrent l'Égypte, les Mashrek et le Maghreb, les ruines qu'ils y trouvent leur sont doublement étrangères. Elles le sont en termes religieux, et elles le sont en termes ethniques. Ces 2 appartenances qui conditionnent partout l'attitude à l'égard des ruines agissent ici dans le même sens. Elles se contrarient en revanche dans les cas des Perses. Les facteurs ethniques et dynastiques s'avèrent chez ces derniers plus puissants que les facteurs religieux, ce qui permet la réappropriation par les musulmans des ruines zoroastriennes. Les attitudes à l'égard des ruines se manifestent dans des œuvres très différentes et dans des comportements qui le sont tout autant. Parmi les œuvres, ce qui est assez inattendu au départ, l'auteur accorde une place privilégiée à la poésie. Horace avec l'Ode à Melpomène, Lucain avec Farsal, Firdoussi avec Charnamé, des poètes chinois et arabes, Hildebert de Lavardin, Pétrarque, Du Bellay, occupent probablement plus ensemble plus de place que les antiquaires. Je confesse ne pas avoir compté les lignes et les pages, mais c'est l'impression que ça donne. Schnapp dégage certains thèmes présents dans la poésie des différentes langues et qui semblent ne pas être des effets des emprunts, mais avoir dans chacune des racines endogènes. C'est le cas notamment du thème de la supériorité de la parole sur la pierre, la première étant proclamée capable de durer incomparablement plus longtemps que la seconde, ce qui fait du poète le dispensateur de la gloire que personne d'autre ne saurait égaler. C'est aussi le cas du thème Ubisunt, dont la présence dans des contextes langagiers et culturels très différents montre, me semble-t-il, que la méditation sur le temps destructeur est une constante des cultures post-néolithiques. Bref, l'attribution par Schnapp à la poésie d'une place privilégiée parmi les expressions de l'attitude à l'égard des ruines me paraît un des caractères particulièrement originaux et novateurs de son livre. Mais il n'y a pas que la poésie. Il y a aussi la peinture, qui dans l'espace sino-japonais d'un côté et en Occident de l'autre, fait appel au thème des ruines et entre souvent en résonance avec la poésie. Impossible de m'attarder sur ce point. Je me limiterai seulement à mentionner l'étude par Schnapp de la représentation des ruines romaines dans des contextes chrétiens, notamment celui de la nativité dans la peinture italienne du Trecento et Quattrocento. Étude qui montre l'assimilation d'un passé païen et donc étranger par une culture imprégnée du christianisme qui n'en sort pas indemne, mais apprend à détacher le cultuel du culturel, la valeur artistique et historique, de l'exemplarité morale et civique de son contexte religieux d'origine, en faisant émerger de la sorte, au départ à l'insu désintéressé, un terrain sécularisé où l'opposition entre le paganisme et le christianisme cesse d'être pertinente, un terrain qui s'élargit au cours du temps.
Et puis il y a évidemment les récits des voyageurs et les descriptions faites par les antiquaires, les historiens, les géographes, qui même quand ils posent sur les ruines un regard admiratif, se posent à leur propos des questions que les poètes ne se posent pas, et les décrivent avec plus ou moins de détails, en essayant parfois d'en identifier les auteurs et de comprendre comment ils ont réussi à édifier des monuments qui, pour certains, semblent hors de la portée des humains. Schnapp consacre beaucoup de place à l'histoire des études antiquaires dans différents contextes culturels, dans l'Antiquité gréco-romaine, dans la Chine, chez les Arabes et évidemment dans la chrétienté latine, au départ presque exclusivement en Italie. Et c'est là qu'à partir du XVe siècle prennent une autre tournure, tant la recherche antiquaire que l'attitude à l'égard des ruines. La recherche antiquaire parce qu'elle utilise désormais dans l'étude des ruines des instruments de mesure, qu'elle dessine des cartes et dresse des plans, procède à des relevés topographiques, produit des modèles en 3 dimensions, tout en déchiffrant les inscriptions dont on forme des recueils et en faisant appel aux données de la numismatique qui permettent de se rendre compte de l'état originaire des édifices parvenus jusqu'à nos morceaux. L'attitude à l'égard des ruines, parce qu'on ne se contente plus d'y voir des merveilles et de les enfermer dans un passé révolu. Les ruines romaines qu'on rencontre en Italie, dans la Gaule, en Espagne, sont perçues désormais non seulement comme des témoignages de la grandeur de l'homme et du savoir-faire des Romains, évoqués par les auteurs anciens dont l'autorité n'a jamais été aussi absolue, les ruines romaines sont vues aussi comme porteuses des leçons de la morale et du civisme adressées par le truchement des vivants aux générations qui viendront. D'où l'obligation d'empêcher la transformation de ces ruines en carrière à puiser les matériaux de construction, afin de les préserver en l'état, à défaut de pouvoir les restaurer. En ces points, les ruines cessent d'être renvoyées vers le passé, et lui seul, tandis que le passé, tout païen qu'il soit, cesse d'être coupé du présent par l'avènement du christianisme. Pour les papes, à quelques exceptions près, comme pour les humanistes, Rome païenne se prolonge dans la Rome chrétienne, et les vestiges de la première deviennent pour la seconde à la fois des exemples à imiter et des instruments de légitimation. Autant dire qu'ils agissent à présent et doivent agir dans l'avenir. Si toutefois les antiquaires ont la compétence exclusive concernant l'enracinement dans le passé des ruines et des vestiges de l'Antiquité en général, les significations morales et civiques, voire carrément métaphysiques, dont elles sont désormais investies, ne sont plutôt pas de leur ressort. Entre les penseurs, Montaigne, Thomas Brown, plus tard Diderot et Volney, et les poètes, Spencer, Shakespeare, Martin Aupis. Autant que par les écrits, ces significations sont mises en scène et explicitées par la peinture. Telle me semble en tout cas la position de Schnapp, dont le livre devient dans ses derniers chapitres une histoire de la peinture des ruines, depuis Posthumus et Heemskerk jusqu'à Panini, Piranèse et Hubert Robert, en passant par les Gershon, Poussin et bien d'autres. Il n'en reste pas moins une histoire de la pensée des ruines, pensée qui, avec Diderot, les valorise inversement à leur place dans la hiérarchie, au sommet la chaumière, au fond le palais, pour en faire un instrument de critique sociale, et qui, avec Mercier, voit dans la société présente une ruine future, et ce faisant, relativise les institutions et les mœurs, les rend transitoires, passagers. En montrant la présence des ruines et des réactions aux ruines dans toutes les sociétés post-néolithiques, les livres de Schnapp règlent définitivement son compte à l'idée selon laquelle la société moderne est la seule à s'être posé les problèmes de son historicité, de son attitude face au passé et à l'avenir, et aux changements qui remplissent l'intervalle entre les deux. Idée qui triomphe, me semble-t-il, avec l'idéalisme allemand, et dont on entend toujours des échos. Or, ce qui résulte du livre de Schnapp,
c'est que dans toutes les sociétés post-néolithiques, on pose les problèmes de leur historicité en réagissant aux ruines, et que ces chronosophies prennent des formes différentes de celles que nous sommes enclins à tenir pour canoniques depuis le XIXe siècle, des formes poétiques, picturales, méditatives ou descriptives. Il en résulte aussi que les notions même de temps et d'histoire ont des acceptions variables, tributaires pour l'essentiel des croyances collectives dominantes dans une société donnée. Autant dire que ces notions, comme celles d'historicité, sont elles-mêmes des catégories historiques. Schnapp n'est pas le premier à l'avoir affirmé, mais il le montre avec rigueur, en prenant appui sur une documentation prodigieuse. Son livre deviendra, j'en suis sûr, une lecture indispensable pour tous les historiens de la culture. Et il est souhaitable qu'il le devienne aussi pour tous les adeptes de la philosophie de l'histoire. Il dirait tout simplement des bêtises. Merci de votre attention. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Je prends la parole après cette magnifique introduction et présentation d'un livre absolument remarquable. Et c'est un grand honneur pour moi, un plaisir de pouvoir en vous dire quelques mots. En vous en dire quelques mots, en sachant que c'est une tâche vraiment, là encore, c'est un défi face à un ouvrage qui est lui-même qui se pose comme un défi. Et comme le couronnement temporaire d'une recherche qui est la somme vraiment d'une recherche qui est tout le parcours en fait d'Alain Schnapp, qui a un fil rouge à travers ses recherches sur l'historiographie, sur le sens de l'archéologie, sur la découverte de l'archéologie. Nous tous connaissons la conquête du passé, et sur l'attitude des collectionneurs, donc qui rentre dans cette vision du passé et quoi faire avec le passé, la question fondamentale que la ruine pose en fait, comment approcher le passé. Et donc c'est un grand plaisir d'en parler aujourd'hui, d'une façon qui sera certainement en dessous de la richesse de cet ouvrage, mais qui, j'espère, vous donnera en fait l'envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous approcher de cette œuvre. Alors, c'est évidemment, on peut aussi d'affirmer que les ruines ne sont pas partout perçues de la même façon. C'est un truisme, c'est évident. Tout de même, le mot universel, en fait, qui est donné en fait, comme sous-titre à cette histoire des ruines, sous-entend des terrains d'entente, des fils communs, des résonances qui, effectivement, parcourent tout l'ouvrage et qui établissent des ponts, des passerelles entre ces différentes cultures et entre les différentes temporalités, car cette diversité est aussi bien conçue dans l'espace, dans la diversité des cultures qui sont utilisées à très juste titre. Christophe Pommian a parlé de post-néolithique en fait, post-néolithique et peut-être pré-industriel en fait. On peut cerner là les deux limites chronologiques qui sont données. Donc une variété qui est à la fois spatiale et temporelle, avec laquelle toutes les cultures négocient en fait, et avec des issues qui sont différentes. Alors déjà, qui fait en fait le lien qui permet de parler de cette histoire universelle des ruines, plusieurs choses. Déjà, notre attitude, qui s'y veut une attitude assez, je veux dire, portée à une histoire globale, non pas universelle, mais certainement une histoire mondiale, globale, en fait, comme on peut la définir. Mais aussi, et surtout, le passage par les Lumières.
parce que c'est à ce moment-là qu'on articule cette idée de ruine à une universalité, en fait, et que ce soit juste en fait, à corriger, c'est une idée qui trouve là un point fondamental d'articulation. Après, qu'est-ce qu'une ruine? Alors, c'est une... il vaut la peine de s'arrêter sur cette notion, évidemment très large, qui est développée tout au long du livre, mais il est important de dire quel est le parti pris en fait d'Alain Schnapp dans le développement de ce concept. La ruine n'est pas un édifice délabré, un monumentum, mais on reviendra sur la question du monumentum parce que c'est aussi un monument, mais c'est en fait une pluralité de choses. C'est une... pratiquement, on ne peut pas l'interpréter uniquement comme une œuvre matérielle du temps sur une architecture. La ruine peut être considérée comme un vestige tout simplement immatériel, tout simplement symbolique, ou alors un objet qui vient du passé, qui n'est pas forcément délabré, mais qui est là, et avec lequel il faut composer. Un exemple, par exemple, ces tombes mycéniennes qui sont intégrées dans la culture grecque, elles ne sont pas forcément en ruine, hein, mais ce sont des vestiges, signifiants qui entrent en dialectique en fait avec la société grecque, par exemple, du 8e siècle, donc qui s'y tourne à son tour. Et on disait effectivement, vous disiez que cette réflexion sur l'historicité est loin d'être l'apanage des modernes. Effectivement, toutes les sociétés enfin plusieurs sociétés ont réfléchi sur cette notion. Donc, c'est une enquête pleinement comparatiste et ouverte. Alors, elle est comparatiste, donc, pleinement dans la lignée, dans la méthodologie et dans les terrains d'enquête qui ont une très longue histoire au Centre Gernet. Christophe Pommian a rappelé comme l'ouvrage où c'était dans l'introduction qu'on a rappelé que l'ouvrage est consacré à Jean-Pierre Vernant. Et effectivement, cette volonté comparatiste vient effectivement de je pense, de ce milieu intellectuel et culturel foisonnant dans lequel Alain Schnapp a apporté, et d'autres ici présents, François Hartog, ont apporté leur savoir et leur point de vue. Mais c'est aussi donc, il y a une autre, je crois, enfin, dans ma perception, il y a aussi une autre tribu, une autre suggestion qui vient aussi du Centre Gernet, et c'est justement cette importance qui est accordée à la parole, qui est vraiment le fil rouge qui traverse tout le livre, cette importance de la parole qui peut éterniser le monument, qui résiste au-delà du monument, qui se fait elle-même monument, et qui a fait en fait l'objet de cette tension en fait entre la matérialité et l'oralité, et aussi l'une des voies de recherche et les voies les plus riches en fait au sein du Centre Gernet également. On passe à l'ordre de Svenbro ou alors au colloque de Capri sur la parole et le sémat funéraire, en fait le signe funéraire. Donc, à partir de ce bagage et d'une base documentaire absolument impressionnante, que ce soit au niveau de la littérature ancienne, moderne, littérature, texte historique, texte littéraire, beaucoup de textes poétiques, effectivement, à partir d'une iconographie extrêmement riche, diversifiée et aussi extrêmement bien illustré dans l'ouvrage, hein, donc, qui est du point de vue éditorial une vraie réussite, eh bien, on arrive à apprécier une diversité, visiblement, une diversité en fait dans cette approche des ruines. Je resterai pour ma part, surtout sur la partie grecque et romaine, qui est celle qui m'est plus familière, avec
quelques aperçus, quelques projections effectivement sur d'autres cultures. Alors, on constate en Égypte ancienne et en Mésopotamie, les ruines sont avant tout signes de pouvoir. Hein. Et ce pouvoir se perpétue en Égypte notamment par la transmission des scribes. Alors on décrit les pyramides, on comptabilise, on a l'écriture, encore une fois, fixe en fait la force en fait de ces ruines, monuments, et sert à asseoir le pouvoir. En Grèce et à Rome, les mondes grecs et le monde romain, déjà ils sont pluriels, et puis il y a une grande diversité effectivement entre Grèce et Rome, mais il y a une donnée commune que Alain Schnapp saisit, c'est-à-dire le fait que finalement on est toujours dans un monde, dans un environnement qui est celui de la cité, de la police. On dirait Rome c'est un empire, oui bien sûr, mais c'est aussi une cité qui arrive à élargir la notion de citoyenneté à l'échelle de l'empire. Et de toute façon, l'URBS, en fait, les monuments et les ruines qui sont présentes dans l'URBS sont le fait quotidien du vécu, en fait, de la formation des sociétés, des élites, du pouvoir, encore une fois, et sont effectivement ramènent une dimension qui est déjà différente par rapport à celle d'autres civilisations. Elles partent aussi d'un événement en quelque sorte fondateur, qui l'est pour Grèce et Rome, c'est-à-dire la chute de Troie. Et alors, la création de ces ruines par excellence, qui sont les ruines, le produit d'une destruction, qui sont à la fois pour les Grecs l'occasion de réfléchir à la destruction d'une ville qui est très semblable à la leur. On sait que les Troyens sont en fait très 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 proches des Grecs finalement dans leur croyance, dans leur système de valeurs et tout. Et pour Rome, c'est vraiment la fondation, parce que c'est l'occasion de la fondation, et peut-être que c'est Virgile, celui qui a laissé les images les plus vivantes, en fait, de cette destruction de cette ville et de ces réfugiés qui sont recueillis sur une plage dans l'attente de partir, alors que leur ville derrière est en flammes. Donc, déjà un événement fondateur. Et je pense que c'est quand même une question qui est assez intéressante, celle de la fondation. Parce qu'en fait, la ruine est un événement qui peut être fondateur. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est sous-entendu dans le renouveau des ruines, c'est-à-dire cette capacité de la régénération des ruines. Mais en tout cas, une ruine peut fonder et si on passe en fait dans la culture hébraïque, évidemment la destruction du temple est fondatrice de quelque chose, d'une évolution, et fondatrice aussi d'entendre de l'histoire en fait. Ça, mais sur ça, évidemment, François Hartog nous dira beaucoup, en fait, nous en parlera évidemment. On a évoqué l'ode 3 d'Horace, que vous disiez, c'est une ode extrêmement significative parce que c'est le signe de cette revanche, pratiquement, de la parole sur la destruction. J'ai fait un monument plus pérenne, plus éternel que le bronze. Exegi monumentum aere perennium. Et c'est vraiment la capacité du poète d'évincer l'orgueil en fait, du poète. Cette ode se termine, vous l'avez entendu, avec l'exaltation, l'invitation. C'est le poète qui invite la muse à chanter. Et à chanter un peu sa gloire. C'est le poète aussi qui se met en valeur. La parole est capable de défaire le temps. Il continue non omnis moriar, je ne mourrai pas complètement. C'est une posture que j'étais très intéressée par le fait de voir la valorisation de la parole qu'on retrouve dans la civilisation de la Chine antique, enfin de la Chine ancienne. Où plus que le monument, c'est le monument en tant que tel, bon, il y a des monuments évidemment, mais la notion de monument peut être aussi injectée dans les objets
Et donc, dans la collection, on a entendu parler en fait, les jades, la jade, enfin les objets en jade, en bronze, sont le signe en fait de ce pouvoir, et les mots qui sont inscrits, et qui peuvent être inscrits aussi juste sous des paysages en fait. Et cela devient au monument. Et alors là, avec toutes les différences possibles évidemment et les distances qu'il ne faut pas gommer, il y a quand même un écho en fait d'une attitude et de cette interaction entre la ruine et la parole. Et c'est peut-être pas un hasard si en fait ce sont les Romains et les Grecs et les Romains ont eu un langage vraiment, hein, plus les Romains peut-être, mais en fait Ereipi en grec c'est un édifice délabré, thérapei, hein, thérapie, hein. C'est un mot qui est utilisé en grec pour indiquer la restauration. N'oublions pas, bien sûr, le mot ruine est en soi romain. Les Romains ont, je reviendrai sur une notion qui est élaborée à Rome, la ruinamontium, hein, mais je reviendrai peut-être sous forme aussi de quelques questions pour Alain. Mais justement, monumentum, avec sa racine monio, c'est quelque chose qui enseigne aussi, hein, qui a une valeur qui est porteur. Donc, effectivement, cette réflexion, et tout dans le langage romain, tous les adjectifs qui accompagnent en fait la notion de dégradation. Hein, vetustas, la vetustas c'est la vieillesse, enfin l'ancienneté, enfin, des monuments, quoi, lapsus, quand il s'est effondré, di lapsus, etc. Donc, et puis la réflexion, reficere, restituere, renovare, c'est vraiment à travers cela, on a une réflexion qui s'exprime aussi dans le langage. Et je disais, dans le monde grec, je disais, c'est une société qui vit avec les ruines, qui les regarde, qui les explique, qui les lit en fait. Et je pensais à ce moment vraiment de suspension de l'histoire grecque qui va entre les guerres médiques, les guerres contre les Perses, et la réflexion de Périclès de l'Acropole. Il faut imaginer l'Acropole, déjà l'invasion des Perses en Attique est un traumatisme en fait, qu'on voit très bien dans les récits et aussi dans l'archéologie. Et il faut imaginer, c'est difficile à imaginer pour nous, mais pendant quelques décennies, entre 479 et le moment où Périclès s'attaque à construire le Parthénon, l'Acropole est un champ de ruines en fait, où qui sont laissés là, et qui, plusieurs raisons, mais donc il y a certainement une valeur de remémoration également et de témoignage en fait qui existe. Et là pour le coup c'est des ruines dans le sens vraiment de monuments détruits, en fait, dévastation. Et voilà, c'est une première, c'est une perception directe de la ruine à laquelle la cité réagit tout de suite. Et dans le récit de Plutarque, c'est un peu moderniste en fait ce récit de Plutarque, mais en fait il dit que les travaux, c'est vrai, les travaux du Parthénon vont à une vitesse en fait au bout de 20 ans, le Parthénon est fini. Donc effectivement, il y a une accélération de cette réponse en fait de la collectivité, donc qui s'approprie du passé, et c'est cette notion en partie de passé apprivoisé en fait qui est une très belle définition du livre. Les Romains, quant à eux, ils ont aussi une attitude qui est active, je dirais, vis-à-vis de la ruine, parce qu'ils en font des ruines. Non seulement quand ils font des guerres et qu'ils détruisent, mais aussi, j'avais cité tout à l'heure cette notion de ruinamontium. C'est vraiment un mot spécifique des Romains, la ruine, la destruction des montagnes. Et c'est un processus technique sciemment utilisé
pour détruire une partie des montagnes pour aller chercher les métaux. Et Pline décrit très bien ce procédé. En fait, il s'agit d'injecter de l'eau dans des galeries secondaires et puis la montagne explose. Donc, effectivement, une sorte de gigantisme en fait de la ruine naturelle, bien entendu, mais dans laquelle l'homme intervient activement. Après, je ne vais pas trop prendre la parole, c'est une question, une curiosité. Alors, le livre, évidemment, il est, vous l'avez désormais compris, c'est vraiment une somme, il est d'une vastité et d'un savoir vraiment qui, encore une fois, force l'admiration. Je me suis interrogée parce que les romans sont parmi ceux qui ont en quelque sorte, non pas codifié, mais enfin rattaché cette idée de l'oubli à une forme vraiment, à une pratique, c'est-à-dire à la damnatio, maintenant plutôt abolitio memoria. On efface la mémoire de façon, avec une attitude vraiment volontaire. Alors, comment cela rentre en jeu dans cette volonté de conserver des vestiges? Par ailleurs, ce sont aussi ceux qui préfèrent superposer des couches. Donc la ville, l'ourbe monte. Si vous allez sur le Palatin, vous avez toutes les couches parce qu'ils conservent tout. En fait, sous la maison d'Auguste, vous avez tout. Donc, il y a cette attitude qui est à la fois d'une conservation et d'une valorisation du monument et après aussi une liberté. En fait, on s'accorde quand même une liberté de créer, d'engendrer des ruines, bien sûr en dehors de la guerre qui en apporte toujours. Et juste pour terminer, donc je pense qu'il y a dans ce voyage à travers les ruines, il y a vraiment plusieurs interrogations que nous portons vis-à-vis de notre propre passé. Il y a toute cette vision de la ruine en tant qu'élément du paysage, qu'il soit intégré dans le paysage, on a vu le cas chinois, qu'elle intervienne sur le paysage, qu'elle crée en fait, qu'elle soit une intervention active sur le paysage, et avec toute l'histoire, en fait, la présence des ruines dans les tableaux, ils ont été rappelés, c'est fondamental en fait, le temps, la ruine crée le temps aussi dans le tableau, c'est le temps qu'on gouverne, qu'on assimile, ou le temps de la rupture, et tout cela est bien très bien illustré dans le livre. Il y a une matière énorme de réflexion sur cela. Je disais aussi la ruine comme méditation, parce que c'est aussi un exemple, elle est vécue comme un exemple. Encore une fois, le monumentum, ça vient de Monet, d'enseigner. Et à ce sujet, pour rester dans le monde romain, je pensais à cet épisode qui est relaté par Plutarque de Marius à Carthage. Marius qui est en fuite. Et il s'adresse ainsi au lecteur qui est venu le chercher. Annonce donc que tu as vu Caius Marius exilé, assis sur les ruines de Carthage. Identification parfaite entre les ruines et des ruines quand même significatives, les ruines de Carthage, et le destin humain éphémère. Donc, et cette méditation qui s'offre autant aux Grecs sur l'acropole dévastée, autant peut-être, comme on l'a rappelé, à nous sur le chantier de Notre-Dame, quoi faire du passé, comment traiter ce qui est une ruine, qu'elle soit matérielle, symbolique, qu'elle soit dite ou vue ou cachée. Comment? Et la ruine, effectivement, est la manière de rentrer dans notre appropriation du passé, et aussi dans la façon de créer le lien social, car la ruine est vécue aussi bien au niveau en fait, individuel que collectif. Voilà, je m'arrête ici parce que je pense
cher Alain, je n'aurais jamais osé parler de ton livre, parce qu'il me dépasse infiniment. Les parcours que tu as accomplis, ta curiosité infinie, la boulimie de lecture qui s'y trouve inscrite, tout cela fait que pour moi qui suis très limité sur disons, la tradition occidentale, je ne peux pas parler de manière pertinente de cet immense ouvrage. Mais bon, il y a eu cette occasion. François Vitrani me l'a demandé, et vous me l'avez demandé. Bon, je voudrais donc limiter mon intervention à la question de l'expérience du temps, des transformations de l'expérience du temps, les ruines et les ruines. C'est-à-dire quand des crises, des changements interviennent dans la manière, dans les rapports au temps, les regards sur les ruines, les valeurs accordées aux ruines, les usages des ruines se trouvent aussi transformés. Et c'est tout le problème de cette esthétique des ruines que tu as suivie tout au long, ou aussi de la poétique des ruines sur laquelle tu as beaucoup insisté. Un mot peut-être pour commencer sur justement la méthode que tu as suivie. Comment faire pour maîtriser, justement ne pas faire une suite de monographies comme le disait Christophe tout à l'heure. Comment faire? Et il me semble que ta réponse, tu la donnes à la fin de l'introduction du livre, dans ce que tu appelles la voie VOX, la voie des ruines, puisque tu arrives à cette proposition selon laquelle, pour la plupart des sociétés, il y a cette expérience d'une dialectique de la mémoire avec l'un des pôles et l'oralité. Justement, on a beaucoup insisté sur l'oralité et le rôle de la poésie, et l'autre, la matérialité. Et c'est cette tension entre ces deux pôles qui est au cœur du livre. Le point de départ, il t'est donné, tu as choisi de prendre pour point de départ la conception de la ruine moderne, avec les Lumières. Et tu t'es livré à un examen critique et historique, comme tu le dis, au moyen de cette notion donc des ruines modernes, au moyen de la comparaison. C'est-à-dire que cette conception moderne, évidemment tu ne l'as pas promenée dans cet arc immense spatial et temporel, tu ne l'as pas promenée comme un étalon, mais au contraire comme un moyen de mesurer des écarts et des différences. Et c'est avec cet instrument que tu as pu conjuguer et mener à bien ce périple comparatiste que tu es, je pense, le seul à avoir accompli. Alors, maintenant, quelques mots sur Troie. On en a déjà parlé, évidemment, sur cette affaire, cette question du destin des empires. Et quand on parle de Troie, évidemment, on parle aussi de Rome. Tout commence, dans ce qui sera un jour la tradition occidentale, par la chute de Troie. Et si on se reporte au chant 4 de l'Iliade, Agamemnon annonce à son frère Ménélas, donc on est dans l'avant, en principe. Un jour viendra où elle périra, la Saint-Ilion et Priam, et le peuple de Priam à la bonne pique. Donc, on est avant la chute, on est avant la destruction, elle est annoncée, et bien sûr, l'auditeur du poème sait à quoi s'en tenir, puisque la chute, le sac et la destruction d'Ilion a eu lieu. Et
affaire de la destruction de Troie va traverser les siècles, avec différentes dates que bien sûr on trouve dans le livre d'Alain. L'autre moment important, enfin essentiel même, c'est en 146, avant la destruction de Carthage, par la prise de Carthage, la destruction de Carthage par Scipion Émilien, où Polybe nous dit, avec Appien, que Scipion reprend à son propre compte les vers d'Homère et laissant entendre qu'un jour viendra où Rome, elle aussi, périra, mettant ainsi un terme à l'aventure de ce grand nom de Rome qui a été entamé dans la ruine de Troie avec la fuite d'Énée. Donc Troie, d'emblée, a nourri une méditation sur la chute des empires. Autre date qu'on peut retenir, c'est la visite de César sur le site de Troie, dans la Pharsale de Lucain, dans son De Bello Civili, et là nous sommes à la fin le De Bello Civili 39-65, et ces vers, Pergame tout entière est ensevelie sous les ronces, les ruines elles-mêmes ont péri. Donc César visite Troie, et le site de Troie n'est plus que un terrain avec quelques restes envahis par les ronces. Donc, en un sens, c'est la disparition de Troie. Mais cette disparition de Troie va être aussi le point de départ de la refondation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, de la refondation, et justement la fondation de l'Empire, à partir de l'Empire de Rome, à partir de César, et puis tout ce qui a suivi. Donc, ruine, refondation, et on annonce que, César annonce qu'on va relever les murs des Phrygiens, donc des Troyens, et que Pergame renaîtra, fille de Rome. Donc on a évidemment Troie, qui est la mère de Rome, devient dans cette refondation la fille de Rome. Et puis il y a une dernière visite que j'ai beaucoup aimée, que je ne connaissais pas, qui est celle de Julien l'Apostat. Alors Julien l'Apostat, nous sommes, c'est juste avant, il n'est pas encore empereur à ce moment-là, mais il a régné très bref, entre 361 et 363 de notre ère. Et bien sûr, depuis la conversion de Constantin, l'héritage païen se trouve très clairement, que faire de cet héritage païen se trouve très clairement posé, le détruire, ne pas le détruire, qu'en faire. Et nous sommes bien là à une charnière entre temps ancien et temps nouveau. Et c'est la visite de Julien qu'il rapporte dans une lettre. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait cette visite en étant guidé par un évêque. Et Julien écrit dans sa lettre, cet évêque, qui s'appelle je ne sais plus comment, savait révérer et honorer, savait révérer et honorer les dieux. Donc on a un évêque mais qui lui fait visiter le site de Troie. Et Julien dit, oui, en effet, il savait révérer et honorer les dieux. Donc il faisait ça quand même un peu en catimini. Et cette Troie qu'il visite, dans les années 360, n'a plus rien à voir avec la Troie visitée par César, qui n'était qu'un tas de ronces. C'est un lieu de mémoire absolument impeccable. Fréquenté, les statues sont en place, les autels brûlent, les statues sont frottées d'huile, mais bien sûr il faut se cacher pour pratiquer le culte. Et le surgissement de cette Troie en parfait ordre de marche, c'est en même temps la fin, puisque Julien, 2 ans après, disparaît, et c'est vraiment la fin de l'Empire païen, et donc aussi de la filiation troyenne.
Et puis oui, on peut encore évoquer, alors en 410, la prise de Rome par Alaric, qui suscite évidemment un grand émoi à Rome et au-delà, avec cette formule de Jérôme qui est très connue: si Rome peut périr, que peut-il rester de sûr? Et vous savez, alors la chute de cette prise de Rome par Alaric, on a dit qu'on a accusé les chrétiens, puisqu'on empêchait les cultes traditionnels de la cité ne pouvaient plus avoir lieu. C'est de la faute des chrétiens, et donc il faut faire quelque chose. Et Augustin, pour sa part, pour répondre à tout cela, rédigera la cité de Dieu. Pour dire que justement, évidemment, ça n'est pas la faute des chrétiens, mais que ça n'est qu'une, au fond, ça n'est qu'une péripétie, ça n'est pas la fin. Je laisse Rome, le destin des empires et cette expansion que l'on peut suivre avec les destins des ruines qui s'y trouvent liés, pour m'arrêter une seconde sur un autre moment, au IIe siècle de notre ère, sur Pausanias. Pausanias, donc le périégète, celui qui a fait ce tour de Grèce, et on pourrait mettre juste cette remarque que je peux faire sur Pausanias sous cette formule que cite Alain, empruntée à Mortier sur, à savoir la ruine et la présence d'une absence. Et alors Pausanias, en fait, on a l'impression qu'il parcourt la Grèce comme si, enfin on l'a lu après comme une espèce de guide de voyage, une espèce de guide bleu, on se promène avec Pausanias. Hein. Bon, mais ce qui apparaît quand ceux qui ont travaillé sur Pausanias, c'est que pas du tout. Pas du tout. Alors effectivement, il se promène, oui. Mais en réalité, ce qu'il décrit n'est pas forcément ce qu'il voit. Hein? Et que ce qui l'intéresse avant tout, c'est une remontée dans le temps, en quête d'une Grèce disparue. C'est-à-dire d'une Grèce qui était celle de la liberté et qui était celle d'une Grèce autonome. Et qui évidemment, au IIe siècle, est très loin dans le temps. Et là, donc ce qu'il cherche, disons, c'est une espèce d'identité grecque qui n'est pas là, qui n'est plus là si elle ne l'a jamais été. Et c'est l'histoire d'une Grèce depuis longtemps révolue et qui pourtant fut la Grèce. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le parcours lui-même, mais les monuments qu'il décrit, auxquels il s'intéresse, sont souvent des monuments dont il ne reste que quelques pans de mur, précisément. Donc si vous y alliez après le lendemain en disant « bon, je vais aller voir ça », en fait, vous ne verriez pour ainsi dire rien. Et on a noté que pratiquement toute la période hellénistique ne l'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il ne décrit pas les monuments qui peuvent rester, qui sont là, évidemment, de cette période-là. Donc cette attitude de cet homme qui a longtemps est passé pour, encore une fois, le premier à avoir fait une espèce de guide bleu de la Grèce, c'est pas comme ça qu'on peut voir que le jeu sur les temporalités est beaucoup plus intéressant, pour nous en tout cas. Troisième remarque, alors évidemment je ne vais pas parler des humanistes comme ça en tant que tels, c'est le moment Pétrarque, sur lequel évidemment Alain insiste longuement. C'est 1337 pour prendre une date, et c'est la lettre à Colonna, lettre dominicain Colonna, qui est une longue description de la Rome antique, qui
faire voir aux Romains ce qu'ils ne savaient plus voir. Mais je prendrai ça comme deux mots qui me semble-t-il, qui sont des mots, des notions, des opérations qui engagent des rapports au temps différents. Et ces deux mots très essentiels, c'est restitutio et rénovation. Restituere et renovare. Restituere, c'est, oui, restituer, restaurer, mais aussi refonder. Par exemple, Auguste se qualifie de restitutor de Rome, c'est-à-dire de refondateur de Rome. Et rénovation, oui, c'est renouveler, c'est refaire, mais rénovation a été happée par le christianisme, par les premiers chrétiens, et rénovation veut dire renouvellement par le Christ. Et finalement, rénovation ou régénération, et finalement, renaissance. Bon. Et c'est avec, me semble-t-il, ces deux instruments que, à la jonction de ces deux opérations, de ces deux instruments, restitution et rénovation, que la visibilité des ruines et leur valeur surgissent, juste à la croisée de ces deux opérations. Avec dès lors ce dilemme qui va être récurrent, faut-il donner à voir les édifices en leur état de ruine ou les restaurer? Et bien entendu, cela engage deux rapports au temps différents. Dans le premier cas, on fait place au temps, et c'est ce que Chateaubriand appelle la ruine comme ouvrage du temps. Et dans le second cas, on cherche à l'annihiler, le temps, en passant sans transition du présent passé au présent d'aujourd'hui. Et alors qu'initialement la rénovation désignait la renaissance dans le Christ, avant de se routiniser, en quelque peu en capacité ou nécessité pour l'Église de savoir se renouveler et se réformer, les humanistes, eux, veulent faire du retour à l'Antiquité une véritable renaissance. Ils opèrent donc ce qu'on peut appeler une captation ou un détournement et un déplacement. Et la rénovation des humanistes implique une rupture avec ces siècles obscurs qui ont commencé avec la prise de Rome par les barbares, et ce qu'ils ont l'audace d'entreprendre vient en marquer le terme. Et entre ces deux dates, il y a ce temps qu'ils vont désigner et dénigrer comme temps intermédiaire, c'est-à-dire média aetas, Moyen-Âge, soit une parenthèse d'ignorance à refermer. Alors qu'en deçà brille l'ancienne Rome. C'est pourquoi la rénovation-renaissance est aussi un retour de Rome, Rome va renaître, et un retour vers Rome, celle qu'il faut dès lors exhumer en mobilisant toutes les procédures savantes de la restitution. Quatrième remarque. Rapidement, se situe, mais ces deux remarques, de part et d'autre de 1789. Deux noms sont porteurs de deux visions, traduisant deux rapports au temps différents. La première vision est celle de Volney. Il a fait un voyage en Orient avant la Révolution, au cours duquel il a visité les ruines de Baalbek. Dans le récit publié à son retour, il les décrit en antiquaire, plus qu'il ne médite sur elles et sur la caducité de tout. Mais en 1791, après avoir été député à la Constituante,
il publie Les Ruines, son livre le plus fameux. Le livre commence comme une méditation classique sur les ruines, qui va des ruines bien réelles de Palmyre, où pourtant il n'est pas allé, que le voyageur est censé avoir sous les yeux, à celles que Paris ou Londres pourraient à leur tour devenir un jour. Cette phrase célèbre. Où sont-ils, ces remparts de Ninive, ces murs de Babylone, et etc. Et qui sait si tel ne sera pas un jour l'abandon de nos propres contrées? Qui sait si, sur les rives de la Seine et de la Tamise, un voyageur comme moi ne s'assoira pas un jour sur de muettes ruines? C'est censé se passer en 1784, ce voyage. Mais c'est à ce moment-là que le génie des ruines se lève et s'adresse à lui. Et le génie des ruines vient contredire cette vision de la caducité générale, de l'histoire comme décadence et des successions de ruines, pratiquant la prophétie rétrospective. Ça a été écrit en 91, c'est censé se passer en 84, et le génie des ruines annonce 1789. L'histoire est aussi progrès. 1789 marque l'entrée en scène d'un peuple législateur et l'ouverture d'un temps nouveau. N'étant plus que les témoignages de temps révolus, les ruines du même coup perdent de leur aura. Échapper aux ruines, échapper au cycle des ruines, qu'ils soient babyloniens, troyens, depuis que sur les bords de la Seine a éclaté cet événement inouï d'un peuple voulant être libre, devient possible. Première vision. La seconde, celle à laquelle Alain consacre aussi beaucoup de pages dans son livre, est celle de Chateaubriand. Chateaubriand notant, justement dans le génie du christianisme, en 1802, qu'il y a deux sortes de ruines, l'une, ouvrage du temps, dont j'ai déjà évoqué, l'autre, ouvrage des hommes. Mais, sous l'effet de l'accélération du temps, qui a si vivement frappé les contemporains, des interférences vont se produire entre les deux sortes, si bien que celles qui sont le fait des hommes vont rapidement donner l'impression d'être déjà le fait du temps. Et Chateaubriand, dont l'écriture a pour ressort et raison d'être la saisie des failles du temps, va jouer sur ces interférences. De la première sorte de ruine, celle du temps, on relève par exemple celle qu'il a découverte lors de son séjour romain. Pour la seconde, celle du fait des hommes, ce sont celles toutes récentes ou en cours produites par la Révolution. Telle celle du couvent déserté des Chartreux, derrière le Luxembourg, qu'il visite en 1792 avant de partir pour l'émigration. Ces ruines nouvelles sont l'occasion d'une forme inédite de visite. Il dit partout, donc le Chartreux derrière le Luxembourg, partout où on voyait des restes d'églises et de monastères que l'on achevait de démolir. C'était même une sorte d'amusement d'aller se promener dans ces ruines. On vient mesurer donc l'état d'avancement de la démolition rapide de ces témoins d'un temps proclamé révolu. Le paroxysme de l'écart entre ce qui était hier encore et ce qui n'est plus est atteint avec la très célèbre évocation de Saint-Denis. On voyait autrefois, près de Paris, des sépultures fameuses entre les sépultures des hommes. Ces tombeaux, déjà effacés de la terre, elles ne sont plus ces sépultures. Saint-Denis est désert. L'oiseau l'a pris pour passage, l'herbe croît sur ses autels brisés, et au lieu du cantique de la mort qui retentissait sous ses dômes, on n'entend plus que les gouttes de pluie qui tombent par son toit découvert, la chute de quelques pierres qui se détachent de ses murs en ruine, ou le son de son horloge qui va roulant dans les tombeaux vides et les souterrains dévastés. Donc tout concourt à donner l'impression que cette ruine récente est l'ouvrage du temps, envoyé autrefois, et que lui seul est capable de franchir la distance immense qui en quelques années s'est creusée entre ces tombeaux déjà effacés
et les dômes de la nécropole royale. Un autre effet de cette mutation des rapports au temps est que deviennent visibles des ruines auxquelles on ne prêtait guère attention jusqu'alors. Les ruines médiévales, celles des monuments chrétiens. Et là, je cite juste encore une phrase, « Rappelez-vous, dit-il, rappelez-vous, un moment, les vieux monastères ou les cathédrales gothiques telles qu'elles existaient autrefois. Sans doute, ils étaient merveilleux ces temps, mais ils sont passés. Le projet du génie du christianisme est justement de rappeler et de réactiver ce merveilleux chrétien en faisant servir l'écart qui s'est creusé entre ce temps désormais fini et le temps d'aujourd'hui. En somme, les ruines chrétiennes peuvent devenir l'équivalent de ce qu'ont été les ruines de Rome pour les humanistes. La Révolution devenant un temps intermédiaire qui n'a duré qu'une poignée d'années, et Chateaubriand peut apparaître comme un Pétrarque des temps modernes. Cinquième et avant-dernière remarque. Alors là, je dépasse un peu les lumières. Je parle de ce temps moderne, de ce moment que j'appelle le régime moderne d'historicité. Opter résolument pour le temps moderne peut conduire à ne plus vouloir regarder en arrière et à se débarrasser du fardeau des antiquités. Bon, ce sont par exemple les futuristes de Marinetti. Du côté des architectes, Le Corbusier dessine avec une ardeur infatigable les cités modernes qu'il appelle de ses voeux. Je le cite, « L'État nouveau, c'est écrit en 1926, démolira le centre de la ville, la traversera de larges voies se coupant en angle droit, il créera des autostrades, routes spéciales pour l'auto, en ligne droite et sans obstacle. Il créera la cité moderne, en hauteur, en gratte-ciel, isolée dans d'immenses jardins. Les monuments du passé représentant la beauté éternelle seront respectés et on créera une beauté nouvelle, haute, droite, claire, celle du nouveau siècle. » C'est le fameux plan Voisin de 1925 qu'il a conçu pour Paris. Ça, c'est un des aspects de ce temps moderne. Mais il y a aussi, évidemment, les destructions, les villes détruites, du fait des combats, des bombardements, et la seule option étant celle de la reconstruction en parant au plus pressé pour pallier, après la guerre, la pénurie de logements. En France, cette reconstruction se fit sous l'égide du ministère de la Reconstruction. Faire disparaître les ruines au plus vite, mais comment? Alors avec la question en reconstruisant à l'identique ou, après avoir rasé, en construisant du tout autre. Je n'entre pas plus avant dans ces débats. Et je voudrais juste évoquer, puisque je ne suis justement pas un cas de reconstruction, le cas de Radour-sur-Glane. Le village, comme vous le savez, a été incendié et sa population assassinée le 10 juin 1944 par la division SS das Reich. Presque aussitôt, des voix s'élevèrent pour obtenir la conservation des ruines en l'état. Ce qui fut acté par une loi de mars 1945, donc tout de suite, qui de façon exceptionnelle reconnaissait au village le statut de monument historique. Donc la seule solution, c'était d'en faire un monument historique. Avec cette formulation, il était nécessaire de laisser aux générations futures le témoignage de la barbarie allemande et des souffrances du peuple français au cours des 4 années d'occupation. Les ruines de Radour-sur-Glane sont un de ces témoignages. C'est l'exposé des motifs de la loi. Par ailleurs, l'État prenait à sa charge la construction d'un nouveau bourg à côté des restes de l'ancien. Dès lors, se posa et se pose la question récurrente de la conservation des ruines. Comment les soustraire à l'ouvrage du temps, puisqu'il était précisé que la visite du site ne devait jamais devenir une promenade romantique, tout en faisant en sorte que ces ruines ne cessent pas d'apparaître authentiquement comme l'ouvrage des hommes.
Et alors on a créé depuis un centre de la mémoire, depuis 1999, et par lequel il faut passer pour accéder au village. Et je suis allé sur le site ce matin, où on a, la première chose qui apparaît, c'est « Aidez-nous à restaurer le village martyr ». Et je fais un don. Bon. Donc, il faut les conserver en l'état, et il faut restaurer les ruines pour qu'elles restent des ruines, sans que ça devienne jamais un lieu de promenade romantique, c'est l'expression qui était employée. Donc là, on a ces difficultés d'articulation de temporalité différentes. Et enfin, 16e et dernier point d'un mot, puisqu'on a évoqué, j'ai évoqué Volney, et ces ruines de Palmyre. Ce que nous avons vu récemment, c'est la destruction délibérée de ruines. Ces ruines, alors c'est Daesh, ces ruines qui sont devenues entre-temps patrimoine universel de l'humanité. Donc là, il ne s'agit plus de la fragilité des civilisations, mais de l'effacement de leurs traces par l'État islamique. Pour la directrice générale de l'UNESCO, ces actes qui visent, je cite, à supprimer notre mémoire commune, entrent dans la catégorie des crimes de guerre et devraient donc appeler une réponse militaire et judiciaire. Vouloir effacer des traces n'est certes pas une invention de Daesh. Faire disparaître les symboles du polythéisme et diffuser le monothéisme, ou prétendre suivre l'exemple de Mahomet détruisant les idoles après sa conquête de la Mecque, comme le revendiquent les djihadistes, la démarche n'a rien de radicalement nouveau. Mais la nouveauté, s'il y en a une, vient du fait de s'en prendre à des religions mortes depuis des millénaires, en faisant comme si les Occidentaux, en exhumant ces passés révolus depuis si longtemps, avaient réactivé ces anciens cultes ou s'inscrivaient d'une manière ou d'une autre dans leur filiation. Disant quelque chose comme « ce patrimoine, c'est le vôtre et non le nôtre, vous nous l'avez imposé, et des traîtres à l'islam sont entrés dans ce jeu au point de faire leur ce pseudo-héritage. Il n'y a rien avant Mahomet, ni rien après. Il n'y a que le présent du Coran, jusqu'à notre victoire complète. Et votre hypocrisie est sans borne, puisque dans le même temps vous protestez, vous nous achetez sous le manteau ces antiquités que nous pillons allègrement. Voilà à peu près ce qu'il ferait dire au génie des ruines de Palmyre s'il savait qu'il y en eut un jadis. Mais ce dernier avait tenu à Volney un tout autre langage. Non, l'humanité n'était pas vouée à une éternelle répétition des ruines, car il dépendait d'elle, en ôtant, je cite Volney, en ôtant tout effet civil aux opinions théologiques et religieuses, d'avancer vers la liberté et l'égalité qui forment les bases de toute réunion d'hommes en société. Merci. Merci aux organisateurs et merci aussi à Maurice Hollander qui m'a permis de publier ce livre dont je n'avais pas pris la dimension pleine en l'écrivant. Je n'aurais jamais pensé qu'il réclamerait autant de pages et qu'il était devenu si indocile qu'on a du mal à le lire. Après ce qui a été dit par mes trois collègues, que je remercie infiniment, j'ai peu de choses à ajouter. On pourrait discuter longtemps, bien sûr, et je répondrai tout à l'heure à des questions s'il y en a. Mais je voudrais juste conclure, si je peux me permettre, les trois interventions de mes collègues en revenant sur la conception de ce travail. Ce travail est né,
je crois en 96, quand j'avais la chance, avec Christophe Pomian, de passer quelques mois à la Fondation Getty. Et là, c'est un lieu où on peut avoir toutes les ambitions parce que le chercheur est absolument défrayé de tout ce qui peut poser un problème de vie quotidienne. Il a un accès illimité à autant de livres qu'il le veut, pour autant de temps qu'il le veut, et d'où qu'ils viennent. Et c'est cette espèce d'extraordinaire abondance de textes, de lectures, de temps, qui m'a donné l'idée de... Je m'étais intéressé à l'histoire des antiquaires, d'aller voir au-delà des antiquaires ce que les ruines pouvaient signifier. J'ai entrepris ce travail comparatiste qui reste fragile parce que les grands comparatistes comme Dumézil et quelques autres, eux, connaissaient toutes les langues, ou à peu près toutes les langues dont ils se servaient pour établir leur documentation. Je ne peux pas prétendre à cette compétence en dehors des langues européennes, et encore pas toutes, et donc j'ai eu la chance de rencontrer au Getty des spécialistes du monde arabe, des spécialistes du monde chinois, qui m'ont aidé à trouver les bonnes traductions, à les vérifier, et à m'immerger dans ces univers dont j'ignorais tout, comme François Hartog le rappelait tout à l'heure, rien dans nos formations et dans nos études, sinon quelques voix isolées, ne réclament d'aller voir un peu au-delà de la grille occidentale. Mais ce qui m'y a poussé, c'est justement ce que disait Christophe Pomian, cette question du néolithique et du post-néolithique. Et d'ailleurs, depuis que ce livre est sorti, les travaux qui ont été menés en Turquie, en particulier à Gölbaşy Tepe, qui est un site pré-néolithique, montrent qu'il y a déjà des monuments dans les sociétés qui sont les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc nos certitudes sur le néolithique, qui remontaient, je dirais, à la fondation de la proto-histoire contemporaine, elles ont été un peu remodelées par ces découvertes très récentes et leur interprétation, puisque à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler le village de Gölbaşy Tepe, il y a des ruines et des ruines conservées artificiellement qui s'énoncent aux yeux de l'archéologue qui les dégage comme telles. Le but de mon travail, comme Christophe l'a rappelé, et aussi les deux autres collègues ici présents, a été de comparer et de faire dialoguer les cultures, et de faire dialoguer aussi les sources écrites, les sources orales, les sources matérielles. Et cela m'amène à l'exposition qui se déroule en ce moment au musée des Beaux-Arts de Lyon, dont malheureusement Sylvie Ramon ne peut vous présenter les résultats. Mais je vais essayer, en m'appuyant sur son travail et les nombreuses discussions que nous avons eues dans ces 3 dernières années, de vous en donner en quelque sorte le résumé. Ce que j'avais tenté de faire essentiellement avec des textes et des images, nous tentons de le faire collectivement, le petit groupe qui travaillait à l'exposition, avec des objets, même si ces objets, il y a des peintures, il y a des images, mais le plan que nous avons adopté, un plan quadripartite, s'est refusé absolument à une approche chronologique, puisqu'il s'agissait pour nous de faire rencontrer des sociétés et de montrer en quoi les ruines, dans leur complexité, n'étaient pas assignables à des temps obligatoirement définis. À l'instant, François Hartog vient de rappeler Oradour-sur-Glane. Eh bien, Oradour-sur-Glane, la première esquisse qu'on en ait, elle se trouve dans un texte controversé qui est le serment de Platée. Et dans le serment de Platée, qui va engager les cités grecques unies contre les Perses, on fait jurer aux soldats, aux hoplites grecs, qu'ils ne reconstruiront jamais les temples qui ont été brûlés et détruits par les Perses en témoignage de leur barbarie. Donc, vous voyez que c'est l'histoire qui nous semble de l'extrême contemporain, comme vient de le montrer
François, elle a ses racines dans un temps beaucoup plus ancien. Et on pourrait en dire de même quand on voit les visions des grands théoriciens des ruines du XVIIIe siècle, que ce soit dans la peinture avec Hubert Robert ou dans l'écriture avec Volney, quand on trouve chez Thucydide cette idée déjà de la preuve par le futur du passé. Thucydide dit à un certain moment, si on se projette dans le temps, on verra que d'Athènes, à cause de l'Acropole, il reste d'extraordinaires vestiges, et que de Sparte, il ne reste rien parce que les Spartiates n'avaient pas l'idée de construire un centre urbain. Et pourtant, dit-il, les Spartiates n'étaient pas inférieurs dans les affaires de la Grèce à ceux des Athéniens. Donc, tout ça pour dire que quand Sylvie Ramon et les collègues du musée des Beaux-Arts de Lyon m'ont proposé de travailler avec eux à une exposition qu'on appellerait les formes de la ruine, j'ai vu la possibilité d'interroger des sources qui ne m'étaient pas accessibles ou qui m'étaient difficilement accessibles quand je rédigeais le livre sur les ruines dans le champ, dans l'arc, qui est à l'ère néolithique au XVIIIe siècle. Et donc dans les formes de la ruine, à chacun, nous faisons dialoguer des objets, comme par exemple les fossiles trouvés par André Leroy-Gourhan dans les grottes d'Arcy-sur-Cure, avec le travail d'artistes contemporains qui, à des degrés divers, se posent ces questions à la fois épistémologiques et philosophiques. Qu'est-ce qu'une ruine? Quel est le rapport entre la mémoire et l'oubli, entre la nature et la culture, entre le matériel et l'immatériel, et entre le présent et le futur? Donc l'exposition consiste en 4 sections qui déclinent ce questionnement, cette ambition épistémologique, à la fois de positionner les ruines dans leur champ culturel, mais aussi dans le dialogue avec l'art contemporain, de montrer ces éclairs de modernité ou d'antiquité qui traversent les uns et les autres. Parce que quand un certain nombre de grands artistes contemporains, comme Kiefer, comme Geertz, par exemple, comme les Poirier, le couple de plasticiens qui se sont investis dans la réflexion sur les ruines passées, les ruines contemporaines, se mettent à parler des ruines, ils retrouvent, consciemment ou inconsciemment, des traces de l'idéologie ou de la morale des ruines telle qu'elle avait été imaginée par les hommes de l'Antiquité. Alors, si vous avez la chance de voir l'exposition, si vous en regardez le catalogue qui va sortir, malheureusement il est en retard dans quelques jours, vous pourrez voir que quand nous faisons venir du musée de Naples 2 peintures de Pompéi, l'une consacrée à un paysage de ruines, donc le tout premier de l'histoire occidentale, l'autre à un épisode que Diderot aurait certainement appelé l'amour dans les ruines, puisqu'on voit une jeune femme dénudée, un satyre qui s'approche d'elle, et derrière tout un paysage de ruines. On voit que toutes ces constructions rencontrent, je veux dire, l'éternel de la ruine, qui est celui de Salvador Dali, quelques-unes de ses réflexions justement sur Pompéi, et sur l'érotisme dans les ruines. Mais on pourrait citer d'autres peintres ou créateurs contemporains. Donc cette redécouverte de l'Antiquité, qui commence, donc on oublie trop souvent, tellement nous sommes habitués à la civilisation de l'image, de penser que les ruines ont toujours été des images, alors que, en fait, elles n'apparaissent véritablement à quelques exceptions près. Donc vous trouverez un exemple dans l'exposition, qui est un relief qui montre l'action du
tremblement de terre sur le forum d'Herculanum. Donc la figuration des ruines commence bien avant le moment clé de l'histoire européenne et de l'histoire occidentale des ruines, au XIVe siècle, au début du XVe siècle, quand le dessin et la gravure viennent le rejoindre. Mais auparavant, cette idée du relief qui peut porter témoignage d'un événement, d'une catastrophe de la nature, existe, et comme on parlait tout à l'heure de Lucain, Essiam, Perriere, ruiné. Les ruines elles-mêmes ont disparu. Et ça montre. J'arrive à dire au père Bumu, nous n'avons pas tout détruit parce que nous n'avons pas détruit les ruines. Vous voyez le clin d'œil qui apparaît. Et donc ce travail sur les images que vous retrouverez à travers ces peintures de Herculanum et de Pompéi, à travers l'itinéraire qui commence avec Amskerk, qui va se terminer avec les peintres du XVIIIe siècle, il retrouve un certain nombre de thématiques. Par exemple, ruines et corps. On va en parler un instant, mais vous voyez très bien, nous avons reconstitué une partie du cabinet d'antique de Freud. Et vous voyez très bien comment, dans le long commerce qu'il a avec l'Antiquité, Freud s'intéressait non seulement aux ruines en tant que telles, mais à la stratigraphie, puisqu'il dit que le travail du psychanalyste est très proche de l'archéologue qui fouille un site. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expression du temps? Et François Hartog y a consacré plusieurs ouvrages. Eh bien, c'est une question qu'on retrouve dans l'exposition à travers des capsules temporelles qui ont été réalisées par un couple d'artistes libanais qui ont repris la technique des géologues, des carottages, qui sont allés chercher donc à travers ces carottages des stratigraphies archéologiques et qui les emprisonnent dans des tubes assez importants qui, en quelque sorte, symbolisent le passage du temps et l'accumulation des strates. Et ce travail, il rejoint celui de Johann Gertz dans son travail de mémoire, la liste des camps d'extermination, dont il inscrit le nom sur des pierres et qu'il recouvre devant, à Saarbrück, devant le palais de l'administration régionale. Donc il y a quelque chose qui est caché dans le sol et qui rencontre d'un événement historique qu'il reprend dans sa fameuse tour mémoriale, où chaque fois qu'on ajoute quelque chose de dédicace à la mémoire des disparus, la tour s'enfonce un peu plus dans le sol. Donc, il y a toutes sortes de jeux qui mènent les artistes contemporains, et en particulier un jeune artiste syrien qui s'appelle Khaled Dawa, qui lui reconstruit le quartier dans lequel il vivait dans la périphérie de Damas après les bombardements. Et donc cette maquette est pour lui un moyen d'exorciser son rapport au temps. Et donc vous trouverez, si vous avez la possibilité d'aller à Lyon ou encore une fois dans le catalogue, plusieurs de ces courts-circuits entre un art de la ruine contemporaine et l'expérience historique des ruines que nous retrouvons, que nous pouvons observer depuis le néolithique. Donc je pourrais évidemment prolonger cette réflexion, mais je crois que le temps est passé. Je voulais juste de façon terminale insister sur le fait que j'ai été très surpris quand entre le moment où nous avons pensé à préparer cette exposition et le moment de son achèvement il y a quelques jours, de ce qui était arrivé dans le monde en même moment. Et que donc la production industrielle de cadavres qui, avec les camps d'extermination, avait si fortement touché les intellectuels européens, pourrait nous rappeler que la production industrielle des ruines est une construction, dans leur sens des ruines
de la dévastation chez Chateaubriand, eh bien, il est intrinsèquement lié à l'art moderne de la guerre, avec des tapis de bombes, comme nous connaissons bien l'histoire, que ce soit celle des villes allemandes ou celle de Nagasaki et Hiroshima, mais qui semblent se perpétuer et s'entretenir sans que l'humanité soit capable de lui donner une fin. Donc je ne dis pas que nous avons en quelque sorte rencontré les tragédies contemporaines dans cette exposition, mais que le travail des artistes et la réflexion qu'on peut porter sur le serment de Platée ou sur la poésie d'Ovide ou sur la poésie de Virgile, remémorant les catastrophes et la destruction des cités, eh bien c'est en plein dans notre expérience contemporaine de la fragilité des sociétés humaines. Je vous remercie de votre patience. Si vous avez des questions, je suis